Initiation à la littérature française. Le français par la méthode nature, rédigé par l'auteur de l'anglais par la méthode nature, Arthur M. Jensen. Le modèle du brigand espagnol, le Robin Hood de notre temps, c'est le fameux José María nommé El Tempranito, le matinal. C'est l'homme dont on parle le plus de Madrid à Séville et de Séville à Malaga. Beau, brave, courtois autant qu'un voleur peut l'être, tel est José María. S'il arrête une diligence, il donne la main aux dames pour descendre et prend soin qu'elles soient commodément assises à l'ombre, car c'est de jour que se font la plupart de ses exploits. Jamais un mot rude ou désagréable, au contraire une politesse naturelle presque respectueuse. Ôte-t-il une bague de la main d'une femme ? Ah, madame, dit-il, une si belle main n'a pas besoin d'ornement. Et tout en faisant glisser la bague hors du doigt, il baise la main d'un air à faire croire, suivant l'expression d'une dame espagnole, que le baiser avait pour lui plus de prix que la bague. La bague, il la prenait comme par distraction, mais le baiser, au contraire, il le faisait durer longtemps. On m'a assuré qu'il laisse toujours aux voyageurs assez d'argent pour arriver à la ville la plus proche, et que jamais il n'a refusé à personne la permission de garder un bijou que des souvenirs rendaient précieux. On m'a dépeint José María comme un grand jeune homme de 25 à 30 ans, bien fait, la figure ouverte et riante, des dents blanches comme des perles et des yeux remarquablement expressifs. Il porte ordinairement un costume d'une très grande richesse. Son linge est toujours d'une blancheur de neige et ses mains feraient honneur à un élégant de Paris ou de Londres. Il n'y a guère que 5 ou 6 ans qu'il court les grands chemins. Il était destiné par ses parents à l'église et il étudiait à Grenade, mais son envie de devenir prêtre n'était pas fort grande. Une affaire d'amour l'obligea de prendre la fuite et de s'exiler à Gibraltar. Là, comme l'argent lui manquait, il se mit d'accord avec un marchand anglais pour introduire en contrebande un grand nombre de marchandises défendues. Il fut trahi par un homme à qui il avait raconté son projet. Les douaniers surent la route qu'il devait suivre et se mirent sur son chemin. Tous les mulets qu'il conduisait furent pris, mais il ne les abandonna qu'après un combat très dur dans lequel il tua ou blessa plusieurs douaniers. Dès ce moment, il n'eut plus d'autre possibilité que de courir les grands chemins. Un bonheur extraordinaire l'a constamment accompagné jusqu'à ce jour. Sa tête est mise à prix, son signalement se trouve aux portes de toutes les villes, avec promesse de 8000 réaux à celui qui le livrera mort ou vif. Serait-ce un de ses camarades ? Pourtant José María continue sans être puni son dangereux métier, et arrête les voyageurs depuis les frontières du Portugal jusqu'au royaume de Murcie. Sa bande n'est pas nombreuse, mais elle est composée d'hommes dont la fidélité et la résolution sont depuis longtemps éprouvées. Un jour, à la tête d'une douzaine d'hommes de son choix, il surprit 70 soldats royalistes envoyés à sa poursuite et leur prit toutes leurs armes. On le vit ensuite regagner les montagnes à pas lents, chassant devant lui 2 mulets chargés de 70 fusils, qu'il emportait comme pour en faire un souvenir. On raconte des merveilles de son habileté à tirer. Sur un cheval lancé à toute allure, il touche un tronc d'olivier à 50 pas. L'histoire suivante fera connaître à la fois son habileté et sa générosité. Un capitaine Castro, officier rempli de courage et d'activité, qui poursuit, dit-on, les voleurs autant pour satisfaire une vengeance personnelle que pour faire son devoir de militaire, apprit par un de ces hommes que José María se trouvait un tel jour dans un village isolé. Castro, au jour indiqué, monta à cheval, et pour ne pas éveiller les soupçons en mettant trop de monde en campagne, il ne prend avec lui que 4 soldats. Malgré toutes les précautions qu'il prit pour cacher sa marche, il ne peut si bien faire que José María ne la prit. Au moment où Castro, après avoir passé une gorge profonde, entrait dans la vallée où était situé le village, 12 cavaliers montés sur de magnifiques chevaux paraissent tout à coup sur son flanc, et beaucoup plus près que lui de la gorge par où seulement il pouvait faire sa retraite. Les soldats se crurent perdus. Un homme monté sur un cheval brun se détache au galop du groupe des voleurs et arrête son cheval tout net à 100 pas de Castro. « On ne surprend pas José María !» s'écrie-t-il. « Capitaine Castro, que vous ai-je fait pour que vous vouliez me livrer à la justice ? Je pourrais vous tuer, mais les hommes de courage sont devenus rares, et à cette occasion je vous donne la vie. Voici un souvenir qui vous apprendra à m'éviter. À votre shako !» En parlant ainsi, il tire, et d'une balle, il traverse le haut du shako du capitaine. Aussitôt, il prit la fuite et disparut avec ses gens. Voici un autre exemple de sa courtoisie. On célébrait une noce dans une ferme des environs d'Andoujar.
Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis, et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était de bonne humeur, et le parfum des arbres en fleurs se mêlait agréablement au parfum montant de plusieurs plats, qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup parut un homme à cheval, sortant d'un petit bois, à courte distance de la maison. L'inconnu sauta à terre, salua les convives de la main, et conduisit son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger, à son habillement, paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Pendant qu'on demandait tout bas quel était cet étranger, le notaire d'Andújar, qui assistait à la noce, était devenu pâle comme la mort. Il essayait de se lever de la chaise qu'il occupait près de la mariée, mais ses genoux pliaient sous lui et ses jambes ne pouvaient plus le supporter. Un de ses convives, soupçonné depuis longtemps de s'occuper de contrebande, s'approcha de la mariée. « C'est José Maria, dit-il. Je me trompe fort, ou il vient ici pour faire quelque malheur. C'est au notaire qu'il en veut. Mais que faire? Le faire échapper? Impossible. José Maria l'aurait bientôt rejoint. Arrêtez le brigand? Mais sa bande est sans doute aux environs. D'ailleurs, il porte des pistolets à sa ceinture et son poignard ne le quitte jamais. Mais non, monsieur le notaire, que lui avez-vous donc fait? Hélas, rien, absolument rien. Quelqu'un murmura tout bas que le notaire avait dit à son fermier, 2 mois auparavant, que si José Maria venait jamais lui demander à boire, il devrait mettre du poison dans son vin. On discutait encore sans entamer la soupe, quand l'inconnu reparut, suivi du marié. Plus de doute, c'était José Maria. Il jeta en passant un coup d'œil de tigre au notaire, qui se mit à trembler comme s'il frissonnait de fièvre, puis il salua la mariée avec grâce et lui demanda la permission de danser à sa noce. Elle se garda bien de refuser ou de lui faire une mauvaise mine. José Maria prit aussitôt un tabouret, l'approcha de la table et s'assit sans façon à côté de la mariée entre elle et le notaire qui paraissait à tout moment sur le point de s'évanouir. On commença à manger. José Maria était rempli d'attention et de petits soins pour sa voisine. Quand on servit le meilleur vin, la mariée, prenant un verre, le toucha de ses lèvres et le présenta ensuite au bandit. C'est une politesse que l'on fait à table aux personnes que l'on estime. José Maria prit le verre, remercia la mariée et lui déclara qu'il la priait de le tenir pour son serviteur et qu'il ferait avec joie tout ce qu'elle voudrait bien lui commander. Alors celle-ci, toute tremblante et se penchant timidement à l'oreille de son terrible voisin, « Accordez-moi une grâce, dit-elle. »« 1000 » s'écria José Maria. « Oubliez, je vous en supplie, les mauvais projets que vous aviez peut-être en venant ici. Promettez-moi que pour l'amour de moi, vous pardonnerez à vos ennemis et qu'il n'y aura pas de scandale à ma noce. »« Notaire !» dit José Maria se tournant vers l'homme de loi tremblant. « Remerciez madame, sans elle, je vous aurais tué avant que vous eussiez digéré votre dîner. N'ayez plus peur, je ne vous ferai plus de mal. » Et lui versant un verre de vin, il ajouta avec un sourire un peu méchant. « Allons, notaire, à ma santé, ce vin est bon et il n'est pas empoisonné. » Le malheureux notaire croyait avaler du feu. « Allons, enfants !» s'écria le voleur de la gaieté. « Vive la mariée !» Et se levant, il courut chercher une guitare et se mit à improviser une chanson en l'honneur des nouveaux mariés. Bref, pendant le reste du dîner et le bal qui le suivit, il se rendit tellement aimable que les femmes avaient les larmes aux yeux, en pensant qu'un aussi charmant garçon finirait peut-être un jour par être pendu. Il dansa, il chanta, il fut à tous. Vers minuit, une petite fille de 12 ans s'approcha de José Maria et lui dit quelques mots. José Maria tressaillit, il courut à l'écurie d'où il revint bientôt en menant son bon cheval. Puis s'avançant vers la mariée, « Adieu, dit-il, enfant de mon âme. Jamais je n'oublierai les moments que j'ai passés auprès de vous. Ce sont les plus heureux que j'ai vus depuis bien des années. Soyez assez bonne pour accepter cette bagatelle d'un pauvre diable qui voudrait avoir une fortune à vous offrir. » Il lui présentait en même temps une jolie bague. « José Maria !» s'écria la mariée. « Tant qu'il y aura un pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. » Le voleur serra la main à tous les convives, celle même du notaire, embrassa toutes les femmes, puis sautant en selle, il regagna ses montagnes. Alors seulement le notaire respira librement. Une demi-heure après arriva un détachement de soldats, mais personne n'avait vu l'homme qu'il cherchait.